Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons cofondé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des centaines de vidéos et de podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous, de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites également. Pour Fabrice, c'est sur musculation-alter.fr sur lequel vous pourrez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que j'envoie personnellement, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre nous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé et notre application SP Training qui est disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien disponible dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, alors comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy et bonjour tout le monde. Eh ben écoute, j'en suis à 6 semaines et quelques de convalescence, donc j'ai pu reprendre. T'es comme neuf. Je suis presque comme neuf. J'ai pu reprendre un entraînement, voilà, full body avec du gainage, du TRX et des petits exercices à la con comme ça. Ouais. En fait, alors pour l'anecdote, au bout de 6 semaines, au bout de 4 semaines, j'étais censé faire 20 séances de kiné. Vu comment s'étaient passées les précédentes séances de kiné pour mon pied et comme j'avais été assez peu impressionné, du coup, je me suis plutôt documenté pour savoir quels étaient les exercices de kiné qu'on préconisait après une opération du dos. Alors pour le dire, en gros, tu as du gainage oblique, le chien-oiseau et du gainage pour les fesses. Donc autant dire que tous les exercices, je les maîtrisais déjà dès la première fois que je testais, vu que je les faisais déjà avant dans des versions plus difficiles, soit dynamiques, soit avec un gilet lesté, soit avec une charge. Donc en théorie, les 20 séances de kiné, là, c'est comme si c'était déjà fait, vu que la musculature, normalement qu'on est censé réapprendre après, moi je l'ai déjà en fait. Tu vois l'idée. En gros, si tu dois faire si avant j'étais capable de faire du gainage oblique lesté, maintenant je fais du gainage oblique au poids de corps, mais j'ai pas à réapprendre le gainage oblique au poids de corps. Alors que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'en ont jamais fait de leur vie. Effectivement, ça va prendre un petit peu de temps de récupérer, mais en gros, moi musculairement tout est bon. En fait, le risque, c'est plutôt que j'aille trop vite entre guillemets, puis que je me remette à mobiliser ma colonne vertébrale trop rapidement. Mais ça, c'est le spirit. C'est le spirit, Fabrice, il est revenu. Moyen, parce que quand même, je m'entraîne à la fois, je suis content, mais en même temps, j'y vais à reculons parce que j'ai un petit peu peur. En fait, il y a un peu d'ambivalence dans tout ça, pour être franc. Donc voilà. Mais sinon, bon. Et donc pas de douleur alors. Oui et non, en fait, tant que j'ai la colonne vertébrale à peu près droite, ça va. Par contre, si je courbe un peu, je sens que il y a une espèce de tension. Plus je courbe, plus il y a une tension. Tu vois, c'est pas complètement guéri. Genre, si je mets mes chaussures, si je me penche un peu trop en avant, je sens une tension. Mais voilà, du coup, j'y vais doucement. C'est fragile encore. C'est quand même fragile. Est-ce que ça va revenir? On sait très bien que ça revient jamais après une blessure comme c'était avant. Mais est-ce que tu crois que tu vas pouvoir réarrondir le dos à fond sans souci? Oui, ça, je pense que ça revenir exactement comme c'était avant. Ça, je pense que oui, ça prend des mois, mais ça revient comme avant. La question, c'est après, quelle est la probabilité de te niquer une fois que tu en as déjà eu une dernière discale, tu vois? Donc, bref. Pour le moment, je m'entraîne, pour être en forme. Je dirais pas mollement, mais pour être en forme, voilà. Et j'ai quand même repris la marche de l'ours, du crabe et du canard. Le mec, il recommence ses conneries, quoi. Non, ça c'est pas les conneries, parce que ça, la marche de l'ours et du crabe, finalement, c'est une manière de faire du renforcement musculaire au niveau du dos sans mettre trop de pression sur le dos. Mais fais des biceps, enfin. Je fais les biceps au TRX maintenant. D'ailleurs, bientôt le TRX est super physique. Ouais, d'ailleurs, je dis TRX, mais c'est vrai qu'à Decathlon, tu peux t'en acheter un équivalent pour 20 balles, alors que le truc officiel, il est à 100 et quelques. Et puis voilà. Mais c'est pas si mal, le TRX. Évidemment, pour prendre du muscle comme nous, on souhaite, ça n'a pas grand intérêt. Mais pour faire du renforcement musculaire, c'est pas mal. Hein. Parce que du coup, comme tu es en suspension, justement, ça te travaille un petit peu le gainage, notamment du dos. Donc, c'est parfait pour moi. Donc, voilà.
Me revoici plus ou moins dans la course, mon cher Rudy. Ah, mais on attend que tu reviennes complètement dans la course, de toute façon. On Voilà. attend que le spirit se réveille, comme je pense qu'il va se réveiller. Et puis le nouvel objectif qui va être, je sais pas le quoi. Ouais, moi-même, je sais pas encore quoi. Alors, sinon, j'ai une anecdote, mon cher Rudy. Justement, donc j'étais dans un parc et je vois un type assez musclé, on va dire peut-être musclé comme toi, ou en tout cas niveau gold sur la team Superphysique, qui enchaîne pompe, traction, squat à vide, pompe, traction, squat à vide, puis il enchaîne ça pendant je sais pas combien de temps. Donc j'ai regardé 15 minutes, il a fait ça pendant 15 minutes. Et déjà avant, il en faisait encore. Et le mec était vraiment balèze. Et donc je m'approche de lui et puis je lui dis salut, est-ce que t'es comme ça juste en faisant l'inspecteur est parmi. traction, des pompes et du squat Ou tu prends des produits. Il faut autre chose pour avoir ce physique. Non, il prenait pas de produits, il avait pas des grosses veines dégueulasses et des trapèzes. Et il me dit, maintenant, oui, je fais ça, mais avant, j'allais beaucoup à la salle de gym. Et en fait, faire ça, ça me maintient. À peu près. Merde. Ah, Eh t'as cassé mon rêve. Je me disais, Ouais, mais tu vois, traction, pompe, squat à vide, ça suffisait. Et puis en fait, non, quoi. mais tu vois, quelqu'un qui n'y connaît rien, il voit le type qui est super balèze puis qui fait ça pendant 1 heure, parce que même après avoir discuté avec lui, il continuait. Je me suis même cassé du parc. Il avait toujours pas fini de faire ses tractions, ses pompes, ses squats, ses burpees. Il en était toujours à les faire. Quelqu'un peut se dire, ah bah voilà, en fait, je fais ce type d'exercice-là, mais pendant longtemps, et hop, je deviens balèze. Alors qu'en réalité, non, évidemment, là, il se maintenait et sa musculation, il l'avait eu en salle. Et j'étais particulièrement impressionné par ses bras. Et je lui dis, les bras, du coup, tu les as eu comment? Est-ce que tu faisais beaucoup d'exercices avec haltères et tout ça? Il m'a dit qu'en fait, ses bras, il les avait eu en faisant des tractions lestées très lourds, donc des tractions pronation et des tractions supination. Et il dit que c'est comme ça qu'il a chopé des biceps. Et comme de fait, il était grand comme moi, mais il avait des membres, donc des bras assez courts, tu vois comment on appelle ça? Un dinosaure dans les tomes 1 et 2 de la méthode Superphysique, un type voilà, qui est fait pour se développer, quoi. Exactement. Et en fait, on retombait exactement sur ce qu'on a déjà toujours dit 50 000 fois, c'est que quand on a les bras courts, même si on est grand, hein, même si tu faisais la même taille que moi, environ 1m80, et ben, quand tu fais des exercices polyarticulaires lourds, et ben, t'arrives à choper des bras. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé avec lui, parce qu'il disait, si ce qu'il dit est vrai, que c'était plus efficace pour lui les tractions lourdes que de faire des haltères. Alors que dans mon cas, et dans le cas de beaucoup de gens, dès lors qu'on a les avant-bras qui sont longs, eh ben ça va pas en fait. Dès lors qu'on a les avant-bras qui sont longs, on est obligé de faire plein d'exercices d'isolation pour avoir des résultats moins bien que celui qui avait les avant-bras courts et avec les exercices polyarticulaires. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que quand on a les membres longs, en plus, on pourrait penser que ça donne des muscles longs avec, mais souvent on a des muscles courts qui vont avec les membres longs. Donc en fait, t'es doublement baisé, quoi. T'es doublement baisé, t'as moins de potentiel, et comme t'as des plus grands leviers, tu vas en chier. Donc c'est cadeau. Et oui, et en plus tu soumets tes articulations du coup et tes tendons à plus de stress. Mais voilà. Et par contre, si t'étais en MMA, bah, avec des avant-bras très longs, bah tu serais très bon striker. Donc en fait, il faut arrêter la muscu et se mettre au MMA. Tu as l'UFC? Oui, c'est un des rares trucs en fait qui ne m'ennuie pas à la télévision entre guillemets, c'est l'UFC en effet. Eh ben. Toujours distrayant. D'ailleurs, j'ai regardé un tout petit peu le foot parce que c'est pas trop mon truc. Oh là 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 là. La dernière fois que j'avais regardé, c'était il y a 10-15 ans. Et je t'avais vu qu'ils étaient tous bien coiffés comme Derrick. Oui, ça, j'ai compris pourquoi les jeunes avaient des coiffures comme ça. Ils se basent sur leur coiffure à eux. Ou je sais pas quelle est la poule qui a fait l'œuf, comme on dit. Et lequel a copié sur qui, mais effectivement, on retrouve les mêmes coiffures qu'ont les jeunes dans la rue. Et alors, j'avais pas regardé le foot depuis 10-15 ans, mais rien n'avait changé. Ils sont toujours en train de faire du chiquet pour un rien et ça me tape sur les nerfs. Genre, tu vois, il y en a un qui est à peine touché, puis hop, tu le vois, il s'écroule par terre et tout. Voilà, pendant 5 minutes, il fait son sketch. Finalement, bah, il voit qu'il se passera rien, puis hop, 10 secondes après, il est tout neuf. Et en fait, ça m'insupporte pour le foot. Alors, il y en a qui pourraient dire que bah voilà, c'est comme ça, le jeu est comme ça rajoute un petit côté un petit peu rigolo au truc. Mais par rapport à l'UFC, où les types ils se prennent des mandales dans tous les sens, ils sont toujours debout, et que le docteur il leur dit non mais là vraiment tu peux plus continuer, faut que je te sorte. Et là le type il est là, il dit non je veux continuer à me battre, tout ça. Et que tu compares aux footballeurs qui font leur chiquet au sol.
Je me dis, c'est vraiment pas les mêmes valeurs. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, mon cher dans un Rudy. cas, t'en as un qui est presque pas payé, et puis dans l'autre cas, il y en a un qui touche des millions. Ouais, bon, pour ça, à la limite, c'est encore autre chose parce que c'est pas vrai non plus. Tout le monde n'est pas super bien payé au foot et puis tout le monde n'est pas mal payé non plus à l'UFC. Mais voilà, c'est les valeurs qui sont vraiment pas les mêmes. Et du coup, je préfère l'UFC. Ah. Alors, sinon, mon cher Rudy, figure-toi qu'il est sorti du miel vegan. J'ai vu du miel vegan dans un magasin. Comment ils peuvent assurer qu'il est vegan déjà? Alors attends, c'est quand même très drôle. Donc je vais expliquer le truc. Déjà pourquoi les véganes ne mangent pas de miel. Donc il y a des gens qui poussent le concept de ne pas manger de viande, ne pas manger de lait, d'œufs et tout ça. Ils poussent même ça jusqu'à ne pas manger de miel parce qu'ils considèrent qu'en fait on prend ce que produisent les abeilles et du coup il y a une forme d'exploitation de l'abeille et donc ils refusent de manger du miel. Et c'est pour ça donc qu'il y en a qui manifestement ont inventé le miel vegan pour que les véganes eux aussi puissent avoir droit au miel. Mais quel est ce miel? En respectant leur morale. Et là, c'est trop drôle. J'ai regardé les ingrédients. En fait, c'était du sirop de maïs et des arômes. C'est-à-dire que tu vois, le miel chinois qui est du faux miel à base de sirop de maïs et d'arômes, qu'on nous refourgue dans les étalages des hypermarchés en nous faisant croire que c'est du vrai miel. Et ben là, il y en a qui ont réussi à marketer ça comme miel vegan et à vendre ça la peau des fesses. C'était super cher. C'est fou, hein. Franchement, c'est. Je me suis dit, non, mais là, ils nous prennent vraiment pour des cons. Et donc, du coup, ils vendaient le sirop, le petit pot, je sais pas moi, de 150 grammes, c'était 7 balles pour avoir du sirop de maïs et des arômes. Et là, c'est marqué sur le pot, alors, sirop de maïs. Oui, dans la liste des ingrédients. Mais évidemment, sur la couverture, c'est écrit miel vegan. Tu vois des oiseaux qui chantent, des petits cœurs, des bisounours, etc. Enfin, tu vois le style. Et je me suis dit, putain, ils nous prennent vraiment pour des cons. Mais voilà, c'était comme ça. Mais ce qui était très drôle, c'est que finalement, tu vois, c'était la recette de miel chinois qui était devenue miel vegan. En fait, tu peux mettre une étiquette bon miel, ou alors tu peux mettre une étiquette miel vegan. Et à chaque fois, c'est du sirop de maïs et des arômes. Voilà pour la petite blague. T'as eu une fausse joie que tu dis ça y est, je vais manger du miel, je vais être aussi balèze que Winnie l'ourson et puis ça va être réglé quoi. Et ouais. Tout ça pour dire que chaque fois qu'on croit avoir tout vu, en fait, on voit toujours de nouvelles choses. Et c'est comme ça, mon cher Rudy. Eh ben. Voilà, et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Oh, seulement ces petites news. Eh ben attends, alors moi j'ai sélectionné plein de questions, comme d'habitude. Qui ont été posés soit sur les forums Superphysique, qui je rappelle sont les derniers forums de musculation. Je rappelle également pendant que j'y suis que le podcast s'écoute sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Sur YouTube, il y a un petit peu de pub, mais c'est pas moi qui gère tout ça. Mais sinon, vous pouvez écouter sans pub sur les applications de podcast. Sinon, sur l'ordinateur, mieux vaut installer Adblock. Sur quoi? Si, alors là, je m'insurge. C'est Rudy qui gère tout ça sur YouTube et il ne veut pas enlever ses publicités. Mais c'est pas moi je clique sur un bouton monétiser. Je lui ai dit clique sur le bouton démonétiser, mais Rudy ne veut pas finir sous les ponts, il tient à toucher ses petits revenus publicitaires et donc il les laisse. Bien sûr. Étant donné que je passe un temps fou sur le montage ensuite et j'en ai pour plus d'une heure encore après, faut bien que ce soit récompensé. Ouais. Mais bref, c'est pas moi qui décide du nombre de pubs et de quand c'est. Et si vous les voulez pas, en tout cas, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Et vous pouvez ne pas voir les pubs en mettant Adblock sur votre navigateur. Moi, ce que j'ai sur l'ordi, et donc je vois aucune pub. Donc je suis même pas au courant qu'il y a des pubs sur YouTube. Comme ça se passera très bien. Bref. Et donc voilà, j'ai sélectionné quelques questions et je vais commencer par une question qui n'a pas été posée sur les forums Superphysique, mais qui a été une réaction au podcast que j'ai fait la semaine dernière, spécial musculation, que Fabrice n'a pas écouté. Et donc, je vais récapituler ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué que, de notre expérience, en fait, naturellement, au bout d'un moment, quand on voulait prendre du muscle, on tendait tous vers le split. Donc, une répartition d'entraînement classique. On entraîne 1 ou 2 groupes musculaires par séance. Et où la fréquence d'entraînement direct pour chaque muscle, elle arrive autour d'une fois par semaine, mais de manière indirecte. En fait, quand on fait le dos, ça fait un peu les bras. Quand on fait les pecs, ça fait aussi les épaules et les triceps. Bref, la fréquence, au sens strict du terme, est un peu plus élevée. Mais on arrive sur un split. Et donc, il y a Arclec qui nous dit pourquoi le monde anglophone est diamétralement opposé en termes de philosophie d'entraînement au monde francophone. L'ensemble du monde anglophone a l'air de bouder le split en disant que c'est sous-optimal et que personne ne le fait, sauf les débutants inavertis. Comment expliquez-vous que de leur côté, dans le milieu naturel, ils soient aussi opposés à la vision que vous exposez, alors qu'en étant naturel, ils ont réussi à progresser avec des half-body
upper lower et PPL. Donc, PPL c'est push pull leg, donc ça c'est plus un split. Fabrice, est-ce que tu veux commencer par nous dire qu'ils sont tous chargés comme des malades? Oui, bah déjà, moi, je suis même pas sûr de son affirmation. En fait, peut-être que là, maintenant, dans le monde de YouTube, c'est ce qui se dégage de YouTube. Mais en tout cas, dans les années 2000, bah non, la plupart des types qui faisaient de la musculation, naturelle ou pas naturelle, et qui avaient un bon niveau, ils faisaient tous des splits. Hein. C'était comme ça, en tout cas avant. Alors peut-être que maintenant c'est autre chose sur YouTube, mais en tout cas avant, c'était comme ça. Et justement, faire du full body ou du half body, c'était plutôt ça qui était hérétique à l'époque. Et je me souviens que comme moi, j'étais fan de Arthur Jones et que lui préconisait le full body et que je disais je fais du full body sur les forums, et ben les purs et durs qui s'étaient toujours entraînés en split depuis la nuit du temps se foutaient de ma gueule. Ils disaient mais tu fais pas de muscu en fait, la muscu c'est pas du full body ou même du half body, c'est juste de la split routine et plein d'exercices pour chaque groupe musculaire, etc. Donc c'était plutôt cette vision-là qui prédominait dans les années 2000 et naturel ou pas, tout le monde faisait plus ou moins la même chose, c'est-à-dire du split et beaucoup d'exercices. Est-ce que tu es d'accord avec ce truc-là, Will? Ouais, tout à fait, c'était comme ça. Non, mais c'est vrai que moi qui suis un peu ce qui se passe, du moins je suivais beaucoup ce qui se passait sur les réseaux sociaux, et j'ai vu que depuis quelques années maintenant, c'est vrai que tu en as pas mal qui disent voilà, faut pas faire du split, la fréquence est pas assez élevée, ce qu'il faut faire c'est du full body, voire du half body. On est revenu un peu à ce truc-là. Et avec des, on va dire, des athlètes, parce que maintenant tout le monde est un athlète, mais avec des pratiquants qui ont un très bon niveau et qui disent qu'ils s'entraînent, voilà, en half body. Et donc, moi, je reviens toujours à la même explication, c'est que, il faut distinguer ce qui est naturel de ce qui est pas naturel. La définition qu'on a, nous, en France, c'est de pas prendre de produits dopants, pas prendre d'anabolisants, pas prendre tout ce qui est sur la liste du CIO, donc pas d'hormones, tout ça. Tandis que, à l'étranger, notamment dans le milieu anglophone, je me souviens quand j'avais été au Canada, il n'y avait pas un maigrichon dans la salle pour faire au Pro Gym. Tout le monde avait déjà un physique assez correct. Hein. Il y avait des gars qui étaient un peu gras, mais bon, ils étaient tous assez balèzes. Rien à voir avec les débutants qu'on peut voir en France, où il y avait beaucoup de personnes très maigres à mon époque. Et donc, quand je parlais avec eux, ils disaient tous que c'était naturel, mais en fait, ils avaient tous testé déjà plus ou moins. Là-bas, c'était habituel d'avoir testé un cycle ou plusieurs cycles de produits dopants. C'était dans leur culture, en fait. Pour eux, c'était pas triché, c'était normal. Et en même temps, pour eux, un peu, je pense à la définition de Mike Wern, qui se dit naturel, un champion américain qui a passé les 50 ans et qui se dit toujours naturel et qui a un physique surhumain. On n'y croit pas du tout. Mais où eux, ils vont distinguer ce qui est naturel, c'est-à-dire quand tu prends des anabolisants, t'es pas naturel, mais quand tu prends des hormones, t'es naturel. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que, classiquement, et de manière presque certaine, à 99%, ils sont tous dopés. Déjà, ils sont tous dopés selon notre définition. Ce qui change énormément de choses, parce que vous le savez, on en a parlé plein de fois dans des interviews, que ce soit dans les podcasts Superphysique ou dans mon livre, avec notamment une interview et des résumés d'études, le guide de la musculation naturelle, où on montre que sans entraînement, sur 6 semaines, tu progresses plus musculairement et en force en t'entraînant sans produits dopants, en moyenne. Donc, on a parlé la semaine dernière des études, comment ça se passait, je reviens pas là-dessus, mais en moyenne, voilà, tu progresses plus avec les produits, donc c'est magique, il faut le dire. Sur moyen long terme, c'est sûr que c'est pas tout à fait pareil, mais il y a un côté magique. Et donc, à partir de là, forcément, on peut ne pas arriver aux mêmes conclusions parce que tout est faussé. Et c'est pas du tout le même type d'entraînement, c'est pas la même réactivité à l'entraînement, la même réponse à l'entraînement. Et c'est pourquoi on voit bien, encore une fois, naturellement, que la plupart des pratiquants qui ont un bon niveau, et donc c'est peut-être là qu'on s'entend pas aujourd'hui, c'est que nous, ce qui est un bon niveau, c'est le niveau des membres de la team Superphysique. Et comme le disait niveau gold. Voilà, niveau gold, mais un bon niveau, c'est que en fait, ce que disait Fabrice avec son super-héros des parcs, c'est que quand on n'est pas spécialement doué, et c'est Alfonso Ricardo qui répondait sur YouTube, en fait, quand t'es pas doué pour un truc, il faut en faire beaucoup, beaucoup plus. Et donc, c'est vrai que des fois, on a des exemples, on a toujours l'exception qui confirme la règle, de gars qui font 4 exos, qui vont faire traction, dips, squat, développé militaire. Et j'exagère, je fais des trucs comme ça. Et les mecs ont des physiques incroyables. On se dit pas, mais c'est génial, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis toi, t'essayes, et puis tu vois bien qu'il y a rien qui se passe. Moi, je me souviens quand je faisais du half body, le premier, deuxième exercice, je progressais, mais musculairement, il se passait pas grand chose, et c'est seulement à partir du moment où je suis vraiment passé en split, on peut voir sur ma vidéo d'évolution, un moment où j'ai progressé physiquement, c'est le moment où je suis passé vraiment en split, et que j'ai vraiment forcé, entre guillemets, ma nature, en faisant beaucoup plus, en forçant plus,
Voilà, en augmentant le volume pour chaque muscle, qui fait partie des facteurs qui aident à progresser. Et aujourd'hui, on minimise énormément ce facteur du volume d'entraînement durant la séance en disant que, j'ai une connerie, 9 séries pour les pecs en une fois, c'est moins bien que 3 fois 3 séries dans la semaine. Ben, musculairement, c'est pas vrai. D'un point de vue de la force, ça peut se discuter, et tout dépend de l'intensité des séries, du management de l'intensité. Mais, du point de vue de la prise de muscle, c'est bien mieux de faire 9 séries d'un coup que 3 fois 3 séries, du moins à partir d'un certain niveau. Mais ça, on s'en rend compte quand on n'est pas spécialement doué et que on fait de la muscu depuis un moment, on voit bien qu'on tend tous vers ça. Et en fait, pour moi, il n'y a pas spécialement de débat. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ce qui est un bon physique, c'est plus la même définition qu'on avait ou qu'on a. C'est que des fois, il y a des gars, je vois sur les réseaux, qui ont des physiques, pour moi, qui sont assez banals. Voilà, ils sont un peu secs, comme pour faire plaisir à Fabrice, c'est des métrosexuels. Et puis, tout le monde dit, ils ont des bons physiques, j'aimerais être comme ça, nanana. Moi, quand je les vois, je me dis, bon, le gars, il s'entraîne un petit peu, il mange pas beaucoup, il a fait un régime, et voilà. Mais c'est pas quelque chose où je me dis, bah voilà, ce gars-là, il sait de quoi il parle. Pour moi, il sait rien du tout, il s'entraîne pas. Il bidouille. Et donc, mais c'est vrai que si on base ses conclusions sur ce type de personnes, bah ouais, c'est sûr qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions parce qu'on fait pas du tout la même chose, on n'est pas du tout dans le délire. Alors après, sur le half body, comme on redit souvent dans les podcasts, le half body, ça convient très bien à une majorité des gens qui a un niveau semi-débutant en musculation, c'est-à-dire qui s'entraîne un petit peu, des fois par intermittence, qui s'arrête, qui reprend, voilà, c'est très très bien. Mais quand on veut maximiser sa prise de muscle au maximum, on tend tous plus ou moins à terme vers le split, mais ça nécessite une pratique vraiment assidue et des années d'entraînement. Oui, alors bon, moi je nuancerais parce que je pense qu'on peut faire du half body à peu près jusqu'au niveau intermédiaire avancé, à peu près entre les deux. Et donc justement, moi comme j'estime ne pas avoir atteint le niveau vraiment avancé, quoi, avoir fait une dizaine de répétitions à 100 kilos, développé couché, etc. Ce genre de truc, ça j'étais pas assez fort pour faire ça. Donc moi la plupart du temps, je me suis entraîné en half body. Alors peut-être que Rudy dira que justement, c'est peut-être pour ça que j'étais pas assez bon. Non, t'es pas fait pour le développer couché. Mais je pense que c'est sûr que ça a limité le développement peut-être de certains muscles. Peut-être. Voilà. Mais tout ce que je voulais dire, c'était que voilà, faut pas nous dire que nous on est pro split routine comme si c'était le commandement de Moïse. On a bien dit que c'était voilà, c'était adapté au niveau des gens. Et typiquement, moi qui n'ai jamais eu un niveau le niveau avancé, du coup, je me suis jamais entraîné beaucoup en split parce que je considérais que j'avais pas le niveau. Et donc probablement que d'ailleurs beaucoup de gens qui nous écoutent n'ont, selon nos critères, pas le niveau pour passer en split. Donc après, faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit qu'il fallait que toute la planète Terre qui fait de la muscu. Mais faites tous du split, oh là là. Voilà. Et par ailleurs, et une autre remarque que j'avais déjà dit, il se trouve que de nos jours, comme la musculation, il faut que ce soit adapté à la vie de famille et tout ça. En général, on fait un split sur 7 jours. Mais pareil, avant, dans les années 2000 ou même avant, c'était fréquent de faire un split sur 6 jours. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en termes de fréquence d'entraînement, ça changeait un petit peu. Ceux qui trouvent que faire qu'un groupe musculaire de manière directe une fois par semaine, c'est trop peu sur un split sur 7 jours. Si déjà on passe à 6 jours, c'est déjà un petit peu différent. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça fonctionne mieux sur 6 jours. Mais le truc, c'est que de temps en temps, il faudra vous entraîner le dimanche. Ce qui, pour les purs et durs de la musculation, dans les années 90, 82 000, où c'était que des marginaux et des types qui étaient dingues de musculation, ils en avaient rien à foutre de s'entraîner le dimanche. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux pas vendre un split sur 6 jours parce que personne ne va vouloir s'entraîner le dimanche. Vu que la muscu, c'est devenu quelque chose... Ouais, mais moi, j'aimerais 3 fois 15 minutes en démarrant au début juillet pour être prêt fin juillet. Et sans matériel, s'il vous plaît. Et j'aime pas transpirer aussi, ça me pique les yeux. Il fait toujours des blagues celui-là. Mais tu vois ce que je veux dire, Rudy, c'est vrai qu'avant ça pouvait être fait sur 6 jours. Mais parce qu'avant ceux qui faisaient de la muscu c'était des marginaux. Même sur 5 jours. Moi je me souviens de Dorian Yates qui avait dans son bouquin le CV d'un guerrier, il montrait l'évolution de ses programmes. Et à un moment il était à une fréquence une fois tous les 5 jours. Il y avait 3 entraînements différents. Je sais plus, il faisait 2 jours de repos, et il reprenait le 5e jour. Et donc voilà. Voilà, puis je crois qu'après il a rajouté un autre jour de repos supplémentaire. Voilà. Puis il avait un split sur 6 jours. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pareil, il y a split et split en fait. Voilà, tu peux faire split sur 7, split sur 6 ou encore split sur 5 jours, ce qui est encore un truc un peu différent. On pourrait imaginer en fait que quelqu'un au niveau intermédiaire, il fasse du half body.
Ensuite, quand il est en intermédiaire avancé, il passe à un split sur 5 jours. Quand il se rapproche du niveau avancé, il est un split sur 6 jours. Et une fois qu'il est très avancé, il fait un split sur 7 jours. On pourrait imaginer cette transition-là. Mais après, voilà, faut être très flexible sur ces jours d'entraînement. Et aujourd'hui, la plupart des gens ont cette possibilité parce que les salles de muscu sont ouvertes tout le temps. Mais pour concilier avec la vie familiale et tout le tralala, bah là, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça le problème. Eh oui, eh oui. Alors, j'ai sélectionné une autre question que j'avais oublié de traiter la semaine dernière. Donc, c'est une question de Emeka qui nous demande notre avis sur un petit problème de genou. Alors, il a un conflit fémoro-patellaire latéral au genou droit sans problème de rotule, sachant que la douleur n'est pas constante et qu'elle n'est pas forcément présente pendant l'effort et minime si c'est le cas. Le chirurgien que j'ai vu, donc c'est quand même important parce qu'il a vu un chirurgien, m'a donné des séances de kiné avec comme programme musculation statique du quadriceps avec rotation interne du tibia, travail des rotateurs des genoux et des étirements actifs des ailerons rotuliens externes des ischios et des quadriceps. J'en ai parlé à un kiné que je connais qui m'a dit que sans différence de force notable entre les deux côtés, il n'y avait pas besoin de tout ça. Il m'a conseillé de repartir à 50% de mes charges et de les faire en unilatéral et de monter les charges de 10% si pas de douleur dans les 3 jours qui suivent la séance, tout en validant toujours 2 fois la séance avant de monter la charge. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Fabrice, toi qui sors de chez le kiné, qu'est-ce que tu en penses? Alors, son problème, j'en pense rien parce que j'ai pas compris grand-chose. Mais par contre, ce que j'ai compris, c'est que selon les kinés, il pouvait y avoir déjà des avis différents et que les kinés pouvaient aussi avoir des avis différents des chirurgiens, mais que normalement, ils s'en tenaient strictement à ce qu'il y avait écrit sur la feuille du chirurgien. Bien sûr, c'est une question d'assurance. Voilà, responsabilité, tout ça. Comme j'avais expliqué là sur mon histoire d'opération du dos, il y a des fois des chirurgiens qui disent qu'on fait du kiné directement dès le lendemain, pour caricaturer, dès le lendemain de l'opération du dos. Il y en a qui disent qu'il faut attendre 4 à 6 semaines et en fait le kiné fait ce qu'on lui dit. Voilà, c'est ça. Mais il peut y avoir des avis divergents. Donc du coup, déjà que la personne dise que le kiné a un avis divergent de son chirurgien, c'est possible en fait. C'est ce dont je me suis aperçu. Il y avait des divergences et c'est vrai que du coup ça fait un petit peu flipper quand même parce qu'on se dit bon bah qu'est-ce qu'il faut faire? Et on s'aperçoit que finalement c'est un peu le même bordel justement qu'avec la muscu où il y a des avis divergents. Mais bien sûr. Alors en fait ce qui se passe c'est qu'en kiné, quand t'es un peu kiné débutant et voilà que t'es pas passionné par le sport, vraiment par ton métier on va dire, et ben en fait t'appliques des protocoles. T'as plein de protocoles en tant que kiné que t'apprends durant tes études et donc t'appliques les protocoles qui sont différents en fonction des pathologies. Et donc si tu tombes sur un kiné voilà comme ça qui débute, qui a pas trop de curiosité, bah voilà. Et t'en as beaucoup qui vont être comme ça, qui vont juste appliquer le protocole pour des raisons d'assurance, voilà, de responsabilité, et qui vont pas aller plus loin. Maintenant, sur ta question, Emeka, en fait, je me demande, si j'ai plein de questions à poser, et c'est pour ça que je pourrais pas te donner une réponse bien claire sans t'ausculter, entre guillemets, et même si t'auscultais, je suis pas sûr de trouver. T'as un conflit fémoro-patellaire latéral au genou droit, sans problème de rotule. Tu dis que la douleur n'est pas constante et qu'elle n'est pas forcément présente pendant l'effort, et si c'est le cas, elle est minime. Donc comment on t'a décelé ça si t'as pas de gêne et en fait que t'as rien quoi, t'as un petit truc de rien. Donc déjà ça me paraît voilà, ça me paraît un peu gros, voilà, donc c'est que t'as dû avoir quand même un peu plus mal à un moment pour que ça arrive. Ensuite, t'as vu un chirurgien. Donc c'est que quand même ça doit pas ça doit pas aller très bien. Sur le principe, le chirurgien t'a donné des bons conseils. Musculation statique du quadriceps avec rotation interne du tibia. Effectivement, dans beaucoup de problèmes au niveau du genou, il y a des problèmes de rotation au niveau du tibia, que ce soit rotation interne, rotation externe. Le travail des rotateurs des genoux. Alors ça, je sais pas, j'ai pas ça en tête d'un point de vue anatomique, donc je pourrais pas t'éclairer là-dessus. Mais pour moi, c'est un peu, pour moi, ça n'existe pas les rotateurs des genoux, mais voilà, je sais pas exactement de quoi il y en est question, de quoi il est question. Et étirements actifs, des ailerons rotuliens externes, des ischios et des quads. Bon, les étirements, ça fait longtemps qu'on milite pour. Hein. Je pense que la plupart d'entre nous ne nous étirons pas assez. On passe pas assez de temps là-dessus alors que ça fait un bien fou. Et de l'autre côté, t'as ton kiné qui t'a dit, voilà, il n'y a pas de différence, ça vient pas de ça, il faut que tu repartes plus léger. Ce qu'on fait, je vais récapituler, c'est que souvent, quand tu as une douleur, c'est que l'articulation, premier point, peut ne pas fonctionner correctement. Donc par exemple, pour ton genou, ça peut être un problème, si on s'attarde juste sur le genou, de flexion-extension, de rotation interne, rotation externe au niveau du tibia, et de flexion-extension au niveau du genou. Donc peut-être que t'as pas de flexion au niveau du genou complet, et t'as pas d'extension. Donc ça, c'est les premières choses à vérifier. Moi, c'est ce que je ferais. Et ensuite, s'il y a rien de ce côté-là, eh ben, il faut aller voir du côté de la cheville et de la hanche. Et parfois, c'est souvent au niveau de la hanche, donc je sais pas
là, à mon avis, c'est dans la musculation que tu as des petites douleurs. Souvent, c'est la hanche qui déconne, ou pareil, tu dois avoir une flexion, une extension, une rotation interne, une rotation externe. Et là, quand tu analyses une hanche, donc c'est ce que je fais en coaching premium, donc à Annecy, au Super Physique Gym, il y a souvent un déficit, soit en rotation interne, soit en rotation externe. Des fois, il y a zéro extension pratiquement parce que le fessier est tellement faible que ça va pas. Pareil, Fabrice, on a souvent parlé dans la stabilisation. Ce qui est important, c'est tous les muscles rotateurs externes de la hanche, donc le moyen fessier, qui est souvent pas travaillé, pas développé, vraiment qui est faiblard, et donc forcément ça entraîne une instabilité. Si c'est pas au niveau de la hanche, ça se répercute sur le genou. Donc pareil, ou sinon ça peut venir même de la cheville, et pareil, je reviens au même truc, éversion, inversion, extension, flexion de la cheville, où tu peux manquer. Donc ça, ce qu'il faut pour donner un vrai avis, c'est faire un bilan. Et donc là, c'est pas en parler à un kiné, c'est trouver un kiné compétent qui puisse, entre guillemets, te faire un bilan pour savoir ce que tu as. Donc je sais pas où tu te situes, tu le verras peut-être sur le forum, et peut-être que je connais des gars dans ton coin, que je juge en tout cas compétents, mais c'est les premières choses à faire, c'est faire un bilan pour voir ce qui se passe, parce que l'histoire de t'as pas de différence de force entre les deux côtés, est-ce que tu as fait un test? Et ça veut pas dire grand-chose, t'as pas de différence de force en quoi? En extension de genou, en flexion de genou, en extension de hanche, en flexion de hanche, en rotation externe, en rotation interne, de tibia, de hanche, et la cheville, qu'est-ce que ça dit, tu vois? On va un peu loin, donc faut tout tester pour voir s'il y a des différences. Et là où j'en viens, c'est que souvent, en redonnant, on va dire, ces fonctions à l'articulation, en étant capable de bien bouger, entre guillemets, ça permet d'atténuer grandement les douleurs. Et là, dans un deuxième temps, s'il n'y a pas de problème au niveau articulaire, ou s'il y en a, faut d'abord s'attarder dessus, dans le fonctionnement, et là, dans ce cas-là, tu peux t'attarder justement sur le renforcement plutôt des muscles qui vont... donc là, tu as un conflit fémoro-patellaire, donc c'est-à-dire que tu as mal, entre guillemets, sur le côté du genou, en haut. Donc après, t'attarder sur le renforcement peut-être effectivement du quadriceps, des ischios, faut voir aussi commencer au niveau de la force. Mais là, dans un deuxième temps, reprendre progressivement, réhabituer. Donc si tu as vraiment mal, aujourd'hui la tendance c'est quand même d'aller vers des exercices isométriques. Donc tu vois, musculation statique du quadriceps avec rotation interne du tibia, c'était une bonne idée. Il faut le faire aussi en rotation externe, et pareil pour les ischios. Bref, il y a pas mal de choses à faire, à tester. Et par là même, donc isométrie, ensuite excentrique, et puis ensuite remettre du mouvement concentrique sans trop de vitesse, puis progressivement aller vers la vitesse, reprendre de la force pour que t'aies plus mal. Mais comme tu vois, j'ai pas de réponse claire, mais il faudrait passer par un vrai bilan pour savoir ce que t'as, parce que là, en fait, pour savoir pourquoi tu as mal, en tout cas, émettre des hypothèses, parce que la douleur, c'est multifactoriel, et on sait jamais vraiment, des fois, t'as mal parce que ça vient, souvent ça vient vraiment d'ailleurs. Moi, je regarderais la hanche. Moi, j'avais mal au genou pendant des années, j'en ai parlé, et ça venait de la cheville gauche notamment, où je forçais l'amplitude alors que j'en avais pas, donc forcément ça se répercutait sur le genou. Et pareil au niveau de la hanche gauche, où j'ai pas vraiment de rotation interne, même si je la bosse tous les jours un petit peu. Mais moi, les conseils là qu'on t'a donné, pour moi, ça vaut rien, ça vaut absolument rien sans faire un vrai bilan et savoir ce qui coince, et après déterminer les besoins, tester des hypothèses en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on analyse, et puis voir ce qui fait du bien, pas du bien. Tu vois, la semaine dernière, je parlais du fait que je m'étais remis à courir et que ça me tirait un peu dans le tendon d'Achille. Tous les jours, je teste quelque chose pour voir qu'est-ce qui va me soulager, qu'est-ce qui me soulage pas, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait pas du bien, pour progressivement affiner, entre guillemets, ma réathlétisation, parce qu'on est tous des athlètes, voilà. Mais pour essayer que ça passe. Et peut-être que c'est juste un problème de renforcement tendineux, entre guillemets, même si un conflit fémoro-patellaire, souvent c'est pas ça. Mais sur route, t'en as trop fait d'un coup, et voilà, et t'as dépassé tes capacités d'adaptation. Je sais pas quel âge tu as, et en fait, faut reprendre plus léger, reprendre tout doucement, sans mettre de vitesse, et voilà, il est doucement. Mais là, pour moi, suivre ce que dit le kiné, entre guillemets, là pour ton genou, sans te tester, ou ce que dit le chirurgien, ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens. La règle c'est toujours la même, c'est fais ce qui ne te fait pas mal, c'est la règle de la non-douleur, et par la suite, tu essaies de trouver des trucs qui te font pas mal. Ce qu'il faut surtout, c'est bouger autour de la douleur, bouger de plus en plus autour de la douleur, et puis progressivement tu pourras bouger peut-être sans douleur, et après il faudra reprendre doucement. Mais a priori t'as pas très très mal, quoi. Donc c'est le pire pour moi, ces petites douleurs là, où quand t'as pas grand chose, en fait t'as envie de forcer dessus, t'es là, tu dis putain mais j'ai pas grand chose.
pour moi, c'est le plus chiant. Alors que quand t'as un truc vraiment niqué, bah là, t'es niqué. Tu peux rien faire et voilà, tu fais ta rééduque tranquille comme Fabrice. Mais sinon, là, ça a l'air d'être un petit truc, donc voilà. Emeka. Je ne saurais pas aller plus loin à distance, mais j'espère t'avoir donné quelques pistes. Voilà. Ouais, je voulais juste ajouter quelque chose, je me dis, souvent pour des tas de petits problèmes qu'on peut avoir comme ça aux épaules, aux hanches, aux genoux ou des trucs, on s'aperçoit que les exercices recommandés sans faire de diagnostic particulier, c'est un peu toujours les mêmes. Par exemple, quand on a des problèmes d'épaule, d'instabilité de l'épaule et tout ça, souvent ce qui revient, bah, c'est de faire l'exercice du Y, là, vous savez, où on est allongé ensemble au sol et puis on fait sur le ventre et puis on fait un Y avec ses bras, du L-fly, l'oiseau avec l'élastique. Voilà, on retombe un peu toujours sur ces exercices-là. Quand on a un petit peu mal au dos, bah, c'est le à quatre pattes, le chien et le chat pour donner un peu de mobilité au dos, et puis ensuite le chien oiseau pour renforcer. Effectivement, au niveau de la hanche, souvent on n'a pas assez de moyens fessiers, donc du coup il y a l'exercice du chien qui pisse que j'avais montré sur YouTube, ou sinon bah, on s'allonge au sol. On s'allonge au sol sur le côté et on lève la jambe. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait, c'est vrai que pour chaque articulation, il y a souvent une poignée d'exercices qui reviennent un petit peu tout le temps. Et des fois, quand on n'a pas envie d'aller consulter pour avoir un diagnostic qui sera peut-être pas le bon, eh ben, peut-être qu'il suffit de faire les exercices entre guillemets habituellement recommandés autour de ce truc-là, qu'on trouve souvent facilement sur Internet. Vous tapez file type de .pdf sur Google et puis ensuite vous mettez exercice de renforcement de plus l'articulation qui vous convient. Et puis vous allez tomber sur un protocole, exactement comme a dit Rudy, les protocoles de kiné, on les trouve sur Internet, c'est très facile avec la technique que j'ai donnée. Et c'est toujours les mêmes exos. Et du coup, ben, on peut être autonome, les faire chez soi si ça génère aucune douleur. Et avec un peu de chance, bah, ça résout le problème sans même avoir eu besoin de se compliquer la vie à aller le diagnostiquer, parce que c'est pas si facile que ça de diagnostiquer. Donc voilà, ça peut être une stratégie. Je sais Bien pas sûr. Si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que souvent les problèmes viennent de la même chose. Un manque de rotation externe au niveau des épaules, un manque de rotation au niveau des hanches. Que ce soit interne ou externe, moi j'ai plus des manques en rotation interne, mais voilà, un manque de renforcement du moyen fessier, un manque d'ischio-jambier, un manque de solaire ou de jambier antérieur, si t'as des périostites. Voilà, on pourrait même faire, entre guillemets, si un jour l'envie me prend et que c'est un sujet qui me passionne, et ben faire un programme prévention préhab global sans personnalisation, donc ce serait pas l'idéal, mais qui pourrait résoudre peut-être 90% des problèmes qu'on rencontre. Donc ça c'est vrai que il n'y a pas besoin de passer du temps chez on va dire un kiné ou de voir un chirurgien pour des trucs comme ça. Il faut surtout y aller voilà quand souvent Fabrice l'a bien vu et moi je le sais aussi, il n'y a pas comme dans tous les domaines, il y a beaucoup de kinés qui sont pas spécialement compétents et en même temps ils n'ont pas l'habitude de voir des sportifs, ils sont pas sportifs, voilà. Chaque kiné a aussi sa spécialité. Comme en muscu, chaque coach a sa spécialité ou chaque pratiquant devrait avoir sa spécialité, mais c'est pas le cas. Tout le monde s'improvise spécialiste de tout. Mais souvent, bah voilà, moi ma conclusion, c'est que quand il t'arrive une merde, et bah c'est à toi de devenir le spécialiste dont tu as besoin. C'est toi qui dois devenir un expert de ce que tu as. Et parfois ça peut prendre du temps, mais c'est justement en ayant ces problèmes que tu vas devenir un expert, parce que on est régulièrement conseillé par des gens qui n'ont jamais eu les problèmes et qui donnent, là dans le cas précis des mécas, ils donnent des protocoles, ils disent voilà c'est comme ça qu'il faut faire, sauf qu'ils n'ont jamais eu le truc, donc ils savent pas vraiment ce qu'il en est, ils savent pas ce que tu ressens. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se responsabiliser au maximum quand on le peut, sauf dans les cas extrêmes, voilà, comme avec l'opération du Fabrice où tu es à moitié paralysé, bah là t'as pas le choix. Mais si tu peux compter sur toi-même, bah mieux vaut que tu le fasses à MK parce que sinon tu sauras pas quoi faire. Voilà, t'es paumé. Et j'ai vu que tu avais mis un message un peu plus loin en disant que tu avais commencé des trucs, etc. Et pareil, t'étais pas, ça changeait pas grand-chose. Bah ouais, parce que les gars en fait ils te font faire des trucs au pif, puis ils en savent pas plus que toi. Donc, à toi de devenir un spécialiste. J'espère, en tout cas, t'avoir donné quelques pistes à creuser. Et puis, si jamais je peux regarder un petit peu, si tu passes pas loin d'Annecy, si j'ai des pistes plus faciles à te donner. Mais sinon, bah, trouver des kinés dans ton coin qui sont compétents. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une autre question, mon cher Rudy? Tout à fait, tout à fait. Alors, j'avais pris une question. Un peu qui m'amuse aussi, donc un peu pas dans le thème, mais c'est Rémi62 qui nous dit alors voilà, je prends 30 à 60 minutes de mon temps chaque soir pour m'étirer, mais j'aimerais changer de routine et donc dans le même temps avoir la meilleure routine.
Donc, quelle serait la meilleure routine d'étirement en sachant que mon objectif est d'être en bonne santé le plus longtemps possible? Alors, Fabrice, est-ce qu'on s'est donné une routine d'étirement générale pour tout le monde? Et déjà, est-ce que c'est tirer 60 minutes tous les jours, tous les soirs? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui est tenable? Ouais, alors déjà, en fait, il y a différents types d'étirements, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, s'étirer pendant 30 à 60 minutes, ça peut être que des étirements passifs, que des étirements actifs. C'est ce que j'avais expliqué d'une certaine façon. Si vous marchez en canard chez vous, voilà, sur une dizaine de mètres, c'est un peu une forme d'étirement actif parce que se déplacer en canard, bah, ça étire les adducteurs, par exemple. Et voilà, donc déjà, qu'est-ce qu'il entend par étirement? Si c'est des étirements classiques, donc c'est-à-dire les étirements passifs, où on va tenir une position voilà, d'étirement pendant, je sais pas, 15-30 secondes, et la répéter plusieurs fois de suite, et puis après passer à à un autre groupe musculaire. Moi, je pense que 30 à 60 minutes, c'est clairement trop, et que en plus, ça peut même finir par causer des problèmes, parce que comme j'avais dit, quand on a trop de mobilité passive par rapport à ces capacités musculaires, quand il y a une trop grande différence entre ce qu'on est capable de faire de manière active et puis ce qu'on est capable de faire de manière passive, ben, je pense que justement on peut risquer la blessure. Et si nous on est fan des étirements, c'est plutôt après la séance de musculation pour éviter de se raidir progressivement à cause de la musculation ou éventuellement pour regagner de la souplesse qu'on perd à force de passer beaucoup de temps assis. Mais voilà, 30 à 60 minutes tous les jours, moi, ça me semble excessif. Et puis sur le fait d'une routine d'étirement optimum, ben, en fait, on ne peut pas. Et d'ailleurs, Christophe Cario l'avait bien montré avec son livre Un corps sous douleur aussi, où bah, il avait expliqué que selon la posture, voilà, si tu as une posture hyper cambrée, eh ben, il va falloir éviter de faire des étirements qui vont renforcer cette hyper cambrure. Et à l'inverse, bah, si tu es complètement, je sais pas quoi, moi, le dos courbé en avant, voilà, syphosé, eh ben, il y a des étirements aussi qu'il faut éviter. Donc, c'est exactement comme en muscu, à un moment donné, tu es obligé de personnaliser ta routine, si on peut dire. Donc, éventuellement, on peut faire une routine d'étirement basique. D'ailleurs, il y en a une sur le site, je crois. Voilà, Bien avec des trucs, des exercices hyper simple, mais après quand tu cherches vraiment à développer ta souplesse, là tu es obligé de personnaliser un petit peu ta routine d'étirement. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de développer sa souplesse entre guillemets pour rien, tu vois, ça n'a pas grand sens. C'est comme si par exemple vous vouliez faire le grand écart sans pratiquer les arts martiaux. Déjà, en pratiquant les arts martiaux, je suis même pas sûr que ça serve à grand chose de faire le grand écart vu que c'est un étirement passif. Mais si vous pratiquez pas les arts martiaux puis que vous vous dites, ah bah tiens, je veux être le plus souple possible et puis je vais réussir à faire le grand écart, ça sert à rien, en fait, hein. Faut bien le dire, ça ne sert à rien. Peut même vous blesser. Donc, du coup, voilà. Peut-être qu'il en fait trop et en tous les cas, on n'est pas en mesure de définir la routine ultime pour lui d'étirement. Non, mais bah, t'as bien résumé ce que je voulais aussi partager. C'est que les étirements, là, on parle de passif, mais même les étirements actifs, ça doit répondre à un besoin. Aujourd'hui, on voit, pareil, sur les réseaux, toute une mode de la mobilité. Mais la mobilité doit être au service de sa pratique, doit améliorer la pratique qu'on veut. Si c'est juste être souple pour être souple, donc, comme on a dit, c'est quelque chose de passif. La souplesse, c'est se laisser étirer, et que c'est très éloigné de ses capacités de mobilité, donc de bouger avec force. Là, il y a des risques de perte de contrôle et donc, on va dire, de perte de stabilité. J'en avais parlé il y a très longtemps dans ma vidéo sur la souplesse en musculation sur le site Superphysique. Mais ouais, faut encore une fois faire par rapport à ses besoins. Et ça, c'est pas possible, à moins de donner des conseils, voilà, très généralistes pour commencer. Et comme l'a dit Fabrice, bah, il y a plusieurs articles sur le site avec des routines d'étirement qu'on avait fait au tout début justement pour répondre à cette problématique. Mais sinon, il faut aller dans la personnalisation et pas passer 60 minutes chaque soir à s'étirer passivement. Moi, ça me rappelle une période où justement je découvrais un peu les étirements, tout ça. Et c'est vrai que je passais tous les soirs, j'étais célibataire à ce moment-là, et tu passes ton temps à t'étirer. Je passais des fois 1 heure, 2 heures à m'étirer le soir, à tester des trucs. Qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui fait pas du bien, voilà. Toujours dans cette optique de tester et puis de trouver des choses. Et en fait, bah, c'était intenable à terme, c'était intenable. Donc, on est plus pour, qu'à moi aujourd'hui, plus pour, voilà, j'ai une routine, on va dire personnelle, de mobilisation que je fais, bah, voilà, tous les matins, pas quand je me lève, mais presque, voilà, qui me permet de maintenir une certaine, qui me met en bonne route pour la journée. Et ensuite, je vais m'étirer activement avant la séance.
ou passivement si vraiment je manque de souplesse passive avant la séance pour mieux réaliser mes exercices. Et en fin de séance, ça va être seulement pour se détendre, retourner comme on dit en mode parasympathique, en détente, bien respirer tout ça. Mais au but, voilà, c'est plus de repartir de manière détendue de la salle, globalement, te gagner en souplesse. Et seulement après, j'ai envie de dire, si vraiment on n'a pas eu le temps durant sa séance de faire ce qu'il fallait, on peut repasser un peu de temps dessus, mais dans ce cas-là, ça commence à être une activité de toute la journée. Et après, on peut aller dans les dérives de certains qui disent l'entraînement c'est toute la journée. Oui, bien sûr, l'entraînement c'est pas toute la journée, mais le problème c'est que après ça prend un temps fou et ce qui est peu compatible avec la vie de la majorité. Mais donc l'idée c'est de faire ça durant son entraînement en fonction de ses besoins. Et si on manque de souplesse, parce que pareil, j'en ai vu pas mal en coaching premium comme ça, qui manquent de souplesse globalement de partout, parce qu'ils sont très tendus, ils n'arrivent pas à se détendre, ils ont un tonus de base, comme on dit, trop important. Et dans ce cas-là, il faut peut-être avant de vouloir faire de la musculation, tout ça, apprendre à se détendre. Je vais aller peut-être un peu long, mais avec de la méditation, du yoga sur des positions extrêmes, se détendre, voilà, faire vraiment de la respiration pour apprendre à se détendre et ensuite améliorer sa souplesse pour pouvoir faire de la musculation avec moins de risques de blessures. Parce que si on peut pas bouger, et on le rappelle souvent, et qu'on bouge grâce au poids, on va dans une amplitude qu'on n'a pas sans les poids, et c'est la meilleure façon de se blesser à terme. Et si vous n'êtes pas encore blessé et que vous faites ça, malheureusement, ça va arriver si vous persistez dans cette voie. Voilà. Ouais, alors d'ailleurs, Rudy, à ce propos, si j'ai 5 minutes, figure-toi que je me suis mis à faire, on va dire, des exercices de Qigong, mais je le fais peut-être pas exactement comme un maître Qigong le dirait. Donc, on va dire que je fais de la gymnastique douce combinée avec des exercices respiratoires. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je me suis mis à faire ça pendant ma période de convalescence, justement parce que j'avais besoin de m'apaiser un peu, de me calmer, vu que je pouvais pas m'entraîner de manière intensive. Et puis, finalement, j'ai continué parce que je trouvais que voilà, ça me faisait du bien. Et alors, pourquoi je raconte ça? C'est que en faisant ces exercices respiratoires, donc moi j'ai appris qu'il y a un protocole où en gros j'inspire en environ 5 secondes et j'expire en environ 5 secondes, tout en faisant différents mouvements. Et puis je fais ça pendant une trentaine de minutes. Et donc ça fait, je sais pas, un mois et quelques que je fais ça tous les jours. Au début, simplement dans le but de m'apaiser et puis de m'occuper. Et puis maintenant, parce que j'aime bien. Et alors, j'en attendais pas grand-chose, mais figure-toi qu'il s'est passé quelque chose, petit Rudy. C'est devenu un moine bouddhiste. Alors, je n'en vois pas encore des boules de feu comme Sangoku. D'ailleurs, je n'ai toujours pas ressenti cette sensation dont on parle, où on est censé avoir les paumes de main qui deviennent chauds parce qu'on a réussi à faire circuler son énergie vitale et tout tralala. Ça, j'ai pas. Par contre, en fait, le fait de faire tous ces exercices entre guillemets respiratoires, voilà, pendant finalement relativement longtemps, 30 minutes par jour, mais que je sens pas passer parce que je fais d'autres mouvements en même temps, c'est pas purement statique. Et j'ai l'impression d'avoir musclé mon transverse, mon cher Rudy. Ah, c'est vrai qu'il y avait vraiment le ventre en avant. Tu voyais plus les pieds. Alors, j'explique en quelques minutes le truc. Souvent, on se concentre sur les muscles abdominaux, voilà, les crunchs inversés, les relevés de genoux et tout ça, pour avoir des beaux abdominaux. Voilà, sur le grand droit. On se montre sur le grand droit. Voilà, pour avoir des beaux abdominaux visibles, la tablette de chocolat et tout ça. Et c'est vrai que des fois, on comprend pas pourquoi, quand on ne contracte pas les abdominaux, en position relâchée de profil, bien qu'on fasse plein de crunch et tout ça, on a l'impression d'avoir le bide un peu gonflé. Alors, soit c'est qu'on mange pas assez de pruneaux et de fibres, donc ça peut être une explication, j'en ai déjà parlé plein de fois, j'en reviens pas, ou soit en fait c'est parce que on a le transverse, qui est le muscle profond sous les abdominaux, qui est sous-développé. Et normalement, il se développe quand on entraîne les abdominaux, à condition qu'on rentre légèrement le ventre, ou dans les exercices de gainage, pareil, quand on rentre légèrement le ventre. Voilà. Mais il y en a qui ne pensent pas à rentrer le ventre. Et même en le rentrant, finalement, je me demande s'il se développe tant que ça. Et dans le temps, les athlètes des années 70 pratiquaient un exercice spécifique qu'on appelait le vacuum. Voilà, vous pouvez chercher sur Superphysique, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est. Et même dans les poses imposées lors des compétitions, les doubles biceps, ils le faisaient avec un vacuum, c'est-à-dire en rentrant le ventre. Et moralité, je pense qu'ils avaient un très bon transverse à cette époque-là, puisque d'une certaine façon, ils le travaillaient soit durant leur posing, soit même de manière spécifique. Et toujours est-il que moi, je pensais que j'avais un transverse qui était pas mal, parce que j'étais habitué à rentrer légèrement le ventre pendant les exercices de gainage. Et il s'avère qu'il était peut-être pas si bon que ça, puisque là, voilà, un mois de pseudo Qigong, je me suis aperçu que j'avais le ventre qui avait durci, entre guillemets,
en position abdominaux relâchés. Tu vois, c'est-à-dire que quand j'appuie avec mes doigts sans contracter les abdominaux, eh ben, je sens une tension qui est plus forte qu'avant, tu vois. Et donc, je n'ai émis l'hypothèse que c'est ça. En fait, tous ces exercices de respiration m'avaient musclé indirectement, m'avaient musclé même directement le transverse, alors que je m'y attendais pas. Est-ce que tu penses que tout ça fait sens, mon cher Rudy? Bah bien sûr. Si tu apprends à respirer entre guillemets, bah oui, tu as dû te muscler le transverse. Après, c'est vrai que en muscu, quand tu fais en tout cas, comme tu l'as dit, du crunch, tu essaies de vraiment muscler le grand droit ou les obliques. Et même quand tu fais des exercices de musculation classique, j'en ai beaucoup parlé à mes élèves en BPGEPS récemment, parce qu'on a fait les abdos ensemble, le cours sur les abdos, l'entraînement des abdos. Mais en fait, ça pousse le ventre. En fait, et si tu fais pas l'effort entre guillemets d'utiliser ton transverse, de serrer le ventre, quitte à mettre moins lourd sur tes exercices pour justement garder le transverse serré et au lieu de sortir le ventre, et en fait, c'est pas qu'il se détend, mais en fait, il est faible. Et donc, ça pousse. Et c'est vrai qu'on travaille jamais vraiment le transverse à fond. Donc là, si tu dois travailler beaucoup plus, bah t'as peut-être le ventre beaucoup plus plat. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est vrai que ça, c'est un muscle auquel on fait pas souvent attention, et notamment quand on veut mettre lourd, souvent on pousse avec le ventre. Et ça, d'un point de vue performance, ça peut se discuter. D'un point de vue santé, ça ne se discute pas. Voilà. Et donc, une fois de plus, j'ai été surpris, tu vois. Je pensais que mon transverse allait être bonne qualité athlétique, et puis au final, il était peut-être pas aussi développé que je le pensais, mon cher Rudy. Encore une déception. Mais maintenant, ça va. Maintenant, j'ai le ventre tout plat de profil. Non, mais ce qui est bien, en tout cas, ce qui est bien, moi, c'est pas bien, mais c'est qu'on se rend compte, et moi, je me rends compte de plus en plus, c'est qu'il y a tellement de trucs à faire pour être renforcé de partout, et en fait, c'est impossible. En fait, il faudrait passer sa journée à ne faire que ça. Et c'est le con du truc, c'est qu'en fait, des fois, t'as l'impression de faire vraiment beaucoup de trucs, et donc en fait, ouais, t'es pas renforcé, quoi. Il y a toujours des petits trucs. Là, je fais plein de trucs. J'avais du temps vu que j'étais à Libourne pour m'entraîner au kayak. J'ai passé pas mal de temps en salle pour faire plein de petits exercices pour m'échauffer avant. J'ai pas l'occasion de faire ça quand je suis avec Belette. Et en fait, tu te rends compte, tu testes des trucs, tu te dis, putain, mais j'ai zéro force sur cet angle-là. Putain, faut que je me renforce là. Et en fait, c'est sans fin, quoi. Des fois, je me disais, je vais passer juste 10 minutes avant la séance, ça va aller pour m'échauffer. Et en fait, tu passes 45 minutes, tu te dis, putain, mais en fait, il y a plein de trucs, et puis en fait, tu te rends compte, bon, c'est impossible de faire ça. C'est impossible. Ouais, tout à fait. Il y a toujours comme tu dis, un angle, quelque chose un truc où t'es nul, un truc où tu dis, putain, mais j'ai zéro force, je suis vraiment, et là, je mime en même temps, je vois, je suis nul, quoi. Je vois, putain, j'ai rien, tu mets la main, je force, j'ai rien, quoi. J'ai rien. Bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Enfin, donc voilà, pour avoir le ventre plat de profil, mangez des pruneaux, rentrez le ventre quand vous faites vos exos d'abdos, et éventuellement, bah voilà, vous pouvez rajouter du tai chi, bientôt et des exercices respiratoires. Bientôt l'article sur Superphysique avec Fabrice. Oh non, ça c'est fini les articles, Rudy. J'ai vieilli là, j'ai compris que les articles, les vidéos, c'était plus de mon âge. Est-ce que je t'ai dit que j'écrivais des nouveaux articles sur mon site Secret du kayak? Il est indécrottable, mais c'est normal, t'es pas encore dans ta carrière. J'en ai écrit 4 durant mon séjour à Libourne, et j'en ai un 5e que j'aimerais bien finir, je pense, ce week-end. Donc, Fabrice, indécrottable, ce Rudy. Donc je te l'enverrai pour que tu les lises pour ta culture personnelle, parce que je sais que tu es très curieux de tout ça. Allez, pourquoi pas. Allez, salut Rudy. Allez, salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez partager votre expérience, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont par contre rien à voir avec les sujets abordés, cela se passe directement sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers. Cela se passe sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec bien évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Sur ce, bon entraînement à tous et à la semaine prochaine.